La quatrième partie, 1981-2005, chapitre 26, la mort violente du président de l'Équateur. Quitter Maine ne fut pas facile. Paul Priddy refusait de me croire. « Poisson d'avril », me dit-il en faisant un clin d'œil. Je lui assurai que j'étais sérieux. Paula m'ayant conseillé de ne rien faire qui pût indisposer quiconque ou laisser croire que je divulguerais mes activités d'assassin financier, j'exprimai ma vive reconnaissance d'avoir travaillé pour Maine tout en expliquant mon besoin de passer à autre chose. J'avais toujours voulu écrire un livre sur les personnalités que, grâce à Maine, j'avais connues un peu partout dans le monde, mais rien de politique. Je désirais collaborer à National Geographic et à d'autres magazines tout en continuant à voyager. J'ai réitéré ma loyauté envers Maine et juré de chanter ses louanges chaque fois que j'en aurais l'occasion. Paul finit par céder. Tout le monde tenta alors de me dissuader de partir. On me rappela maintes fois ma situation privilégiée, l'on me traita même de fou. Je finis par comprendre que mon départ volontaire les forçait à se remettre eux-mêmes en question. Si je n'étais pas fou de partir, cela voulait peut-être dire qu'ils étaient fous de rester. Il était donc plus commode pour eux de croire que j'avais perdu la raison. Les réactions des membres de mon personnel furent particulièrement troublantes. Ils considéraient que je les laissais tomber sans héritier présomptif. Mais ma décision était prise. Après tant d'années de tergiversation, j'étais maintenant déterminé à faire table rase du passé. Malheureusement, ce n'est pas ce qui arriva. Certes, je n'avais plus d'emploi, mais puisque je n'avais pas été partenaire à part entière, mes actions ne me rapportaient pas suffisamment pour assurer ma retraite. Si j'étais resté à Maine quelques années de plus, j'aurais pu être millionnaire à 40 ans, comme je l'avais espéré, mais à 35 ans, j'avais encore bien du chemin à faire pour atteindre cet objectif. Ce mois d'avril à Boston fut morne et froid. Un jour, Paul Priddy me téléphona pour me supplier d'aller le voir à son bureau. « L'un de nos clients menace de nous laisser tomber, me dit-il. Il nous a engagés parce qu'il voulait que tu le représentes comme expert à la barre des témoins. » J'y réfléchis beaucoup. Lorsque je me retrouvai dans le bureau de Paul, ma décision était prise. Je lui dis mon prix, une provision triplement supérieure au salaire que m'avait payé Maine, et à ma grande surprise, il accepta. Ce fut le début d'une nouvelle carrière. Pendant les quelques années suivantes, je fus employé comme expert témoin, principalement par des compagnies d'électricité américaines, voulant faire approuver par une commission des services publics la construction de nouvelles centrales. La compagnie de services publics du New Hampshire fut l'un de mes clients. Mon travail consista à justifier sous serment la faisabilité économique de la centrale nucléaire de Seabrook qui était très controversée. Même si je n'étais plus directement impliqué dans les affaires de l'Amérique latine, je continuais à suivre ce qui s'y passait. Comme expert témoin, j'avais beaucoup de temps libre entre mes comparutions. Je restais en contact avec Paula et renouais avec de vieilles amitiés datant de mon séjour en Équateur, un pays qui, à cause de son pétrole, s'était soudain retrouvé sur la scène de la politique internationale. James Roldos allait de l'avant. Fidèle à ses promesses électorales, il avait lancé une attaque en règle contre les compagnies pétrolières. Il semblait voir clairement ce que plusieurs autres dirigeants des deux côtés du canal de Panama ne voyaient pas ou avaient choisi d'ignorer. Il était conscient des manœuvres obscures qui menaçaient de faire du monde un empire global et de confiner les citoyens de son pays dans un rôle très mineur, voisin de la servitude. En lisant des articles de presse sur lui, j'étais impressionné non seulement par son engagement, mais aussi par son aptitude à percevoir les problèmes profonds. Et ceci indiquait que nous entrions dans une ère nouvelle en politique internationale. En novembre 1980, Jimmy Carter perdit l'élection présidentielle américaine contre Ronald Reagan. Les deux principales causes de sa défaite, le nouveau traité du canal de Panama qu'il avait négocié avec Torrijos et la situation en Iran, particulièrement la séquestration des otages à l'ambassade américaine et l'échec de l'opération de sauvetage qu'il avait ordonnée. Il y avait aussi, cependant, un phénomène plus subtil. Un président dont le but premier était la paix mondiale et qui désirait également réduire la dépendance pétrolière des États-Unis fut remplacé par un homme qui croyait que la place légitime des États-Unis était au sommet d'une pyramide mondiale maintenue par la force militaire et que le contrôle de tous les gisements pétroliers de la planète faisait partie de notre destinée manifeste. Un président qui avait fait installer des panneaux solaires sur le toit de la Maison-Blanche fut remplacé par un autre qui les fit enlever dès son accession au bureau ovale.
Carter fut peut-être un politicien inefficace, mais sa vision de l'Amérique était en accord avec celle qui est définie dans notre déclaration d'indépendance. Avec le recul, sa présidence semble maintenant naïvement archaïque, un retour aux idéaux qui ont façonné cette nation et incité nos grands-parents à venir s'y établir. Si nous le comparons à ses prédécesseurs immédiats et à ses successeurs, ce président constitue une anomalie. Sa vision du monde était incompatible avec celle des assassins financiers. De son côté, Reagan était sans contredit un constructeur d'empire global, un serviteur de la corporatocratie. Quand il fut élu, je trouvais très approprié qu'il soit un acteur d'Hollywood, c'est-à-dire quelqu'un habitué à se faire diriger. Ce serait d'ailleurs là sa marque distinctive. Il s'efforcerait de satisfaire aux demandes de ceux qui faisaient la navette entre les bureaux de PDG des grosses compagnies, les conseils d'administration des banques et les postes ministériels. Il servirait des hommes qui sembleraient être à son service, mais qui, en fait, dirigeraient réellement le gouvernement. Des hommes comme le vice-président George H.W. Bush, le secrétaire d'État George Shultz, le secrétaire à la Défense Caspar Weinberger, Richard Cheney, Richard Helms et Robert McNamara. Ils défendraient ce que ces hommes voulaient. Une Amérique qui contrôlerait le monde et toutes ses ressources, un monde qui obéirait aux ordres de cette Amérique, une force militaire américaine qui fera appliquer les règlements définis par l'Amérique et un système banquier et commercial international qui soutiendrait l'Amérique comme PDG de l'empire global. L'avenir semblait appartenir aux assassins financiers. Comme par hasard, j'avais choisi ce moment pour déserter. Mais plus j'y pensais, plus j'étais content de ma décision. C'était justement le temps de partir. Quelles en seraient les conséquences à long terme? Je n'étais pas devin, mais ma connaissance de l'histoire me permettait de savoir que les empires ne durent guère et que le pendule oscille toujours dans les deux directions. Dans mon optique, des hommes comme Roldos offraient de l'espoir. J'étais certain que le nouveau président de l'Équateur comprenait les subtilités de la situation. Il admirait Torrijos et il avait applaudi Carter pour sa position courageuse sur le canal de Panama. Je sentais qu'il ne vacillerait pas. J'espérais fortement que son courage inspirerait les dirigeants d'autres pays qui avaient besoin de l'exemple d'hommes de sa trempe et de celle de Torrijos. Au début de 1981, le gouvernement Roldos présenta formellement au Congrès équatorien sa nouvelle loi sur les hydrocarbures. Si celle-ci était appliquée, elle réformerait la relation de l'Équateur avec les compagnies pétrolières. Selon plusieurs normes, elle était considérée comme révolutionnaire et même radicale. Elle visait assurément à changer la conduite des affaires. Son influence s'étendrait bien au-delà de l'Équateur, soit dans une grande partie de l'Amérique latine et ailleurs dans le monde. La réaction des compagnies pétrolières était prévisible. Elles firent le maximum pour empêcher l'adoption de cette loi. Leurs services de relations publiques se mirent à l'œuvre afin de diffamer James Roldos. Leurs lobbyistes se précipitèrent à Quito et à Washington avec des valises pleines de menaces et de pots de vin. On dépeignit le premier président démocratiquement élu de l'Équateur moderne comme un nouveau Castro. Mais Roldos ne céda pas à l'intimidation. Il réagit en dénonçant la conspiration de la politique, des manias du pétrole et de la religion. Il accusa ouvertement le Summer Institute of Linguistics de collusion avec les compagnies pétrolières, puis en un geste extrêmement audacieux et même téméraire, il ordonna à cet organisme de quitter le pays. Quelques semaines après avoir présenté son projet de loi au Congrès et quelques jours à peine après avoir expulsé les missionnaires du CIL, Roldos prévint tous les intérêts étrangers, dont évidemment les compagnies pétrolières, qu'il devrait quitter son pays s'il ne mettait pas en œuvre des plans susceptibles d'aider la population de l'Équateur. Il prononça un grand discours au stade olympique Atahualpa, à Quito, après quoi il se dirigea vers une petite communauté située dans le sud du pays. Il y mourut dans un accident d'hélicoptère le 24 mai 1981. Le monde entier fut choqué. Les latino-américains étaient outrés. Dans tout l'hémisphère, les journaux clamèrent « Assassiné par la CIA ». S'ajoutant à la haine nourrie contre lui par Washington et les compagnies pétrolières, plusieurs circonstances semblaient appuyer ces allégations et les soupçons s'accrurent lorsque certains faits furent révélés. Rien ne fut jamais prouvé officiellement, mais selon des témoins oculaires, Roldos avait été prévenu que l'on attenterait à sa vie et il avait pris ses précautions. Entre autres, il voyageait dans 2 hélicoptères. Au dernier moment, l'un de ses officiers de sécurité l'aurait convaincu de monter à bord de l'aéronef qui servait de leurre. Celui-ci avait ensuite explosé. Malgré la réaction mondiale, la nouvelle fut à peine rapportée par la presse américaine.
Osvaldo Hurtado succéda à James Roldos comme président de l'Équateur. Il réhabilita le Summer Institute of Linguistics et ses commanditaires pétroliers. Dès la fin de l'année, il avait lancé un programme ambitieux pour accroître le forage par Texaco et d'autres compagnies étrangères dans le golfe de Guayaquil et le bassin amazonien. Faisant l'éloge de Roldos, Omar Torrijos parla de lui comme d'un frère. Il avoua également qu'il avait fait des cauchemars sur son propre assassinat. Il s'était vu tomber du ciel dans une énorme boule de feu. C'était une vision prophétique.